Voilà, c'est un réel plaisir de vous savoir devant vos postes récepteurs pour participer à ces magazines. Nous allons parler de ce forum Chine-Afrique sur la coopération. Le président chinois a promis 60 milliards de dollars américains pour aider l'Afrique à se développer. Mais que doit-on comprendre par cette implication du pays de Xi Jinping? La question est posée, la réponse c'est tout de suite avec notre invité. Pour parler de cette question et entrer à la coopération entre la Chine et l'Afrique, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau un habitué de ces magazines, en personne de Godin Poyi. Il est pasteur, il est économiste, mais également professeur des universités. Bienvenue. Merci Marlon. Vous allez bien? Très bien. Alors, première question, comment expliquez-vous cette implication de la Chine? Est-ce un symbole de raffermissement des liens ou encore une relation gagnant-gagnant? Bon, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ça veut dire quoi? Oui, c'est-à-dire que la Chine aujourd'hui est dans une logique hégémonique. Elle cherche à s'affirmer sur la planète Terre pour damer les clients aux États-Unis d'Amérique. C'est ainsi que chaque fois que les Africains sont invités à ce genre de fora, ils doivent apprendre à réfléchir pour préserver les intérêts de leurs États. Et petit balisage historique, malheureusement c'est seulement maintenant que ça fait un grand bruit, mais le FOCAC, donc le Forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique, existe depuis des années. Et c'est une suite logique de la stratégie qui a été conçue par la Chine, qui veut aujourd'hui avoir la même mise sur la planète Terre. Évidemment, nous savons que la Chine s'est réveillée à partir des années 50 et de manière graduelle, de manière progressive, comme Rostov l'avait commandé, la Chine cherche maintenant à s'affirmer sur la planète Terre. Et si vous voyez la Chine venir en Afrique, contrairement à ce que les gens pensent, la Chine poursuit 3 objectifs en Afrique. À savoir? Les premiers objectifs, c'est que la Chine a un modèle économique énergivore. Elle est en quête des ressources naturelles, notamment le pétrole. Donc c'est ce qui appâte la Chine. La Chine ne fait pas des pas sans appât. Contrairement à ce que les gens pensent, malheureusement chez nous, au lieu d'élever les débats, nous sommes dans l'esnobisme. Donc le premier objectif que la Chine poursuit en Afrique, c'est d'abord d'avoir une mainmise sur les ressources naturelles, notamment les pétrole. Ça, c'est le premier objectif. Oui. Le deuxième objectif, c'est l'horizon commercial. Aujourd'hui, la Chine, elle sait, elle savait d'ailleurs depuis longtemps qu'elle finira par avoir des problèmes avec les États-Unis d'Amérique. L'Afrique, c'est un horizon commercial très intéressant pour la Chine, du fait que d'abord l'Africain n'a pas un pouvoir d'achat conséquent et qu'il peut se contenter de la carotte chinoise. Et le troisième objectif, il est diplomatique, c'est la question taïwanaise. Vous connaissez que le Taïwan a appartenu d'abord à la Chine jusqu'au 19e siècle. Après, le Taïwan a appartenu au Japon. Maintenant, la Chine tient à récupérer totalement le Taïwan et pour cela, elle a besoin de plusieurs alliés sur le plan diplomatique qui ne peuvent pas reconnaître la souveraineté de Taïwan. Donc, avant que vous alliez encore plus loin davantage, donc cette coopération ne profite qu'à la Chine, pas à l'Afrique. Non. Quand même, il y a 60 milliards, 60 milliards promis, non? Dire que ça ne profite qu'à la Chine, c'est mutiler les réalités, mais je dis qu'elle profite plus à la Chine. Je ne dis pas que les Africains doivent la rejeter, mais les Africains doivent la rationaliser. Parce que tel que l'Afrique se présente là, devant la Chine, je pense que les conséquences seront plus désastreuses que ce que nous avons connu avec les Occidentaux. Et j'ouvre une parenthèse. Pour ceux qui connaissent comment l'économie internationale fonctionne, et généralement les relations internationales, je l'ai toujours dit, je voudrais le répéter, c'est qu'il y a ce qu'on appelle en relation internationale la théorie de la puissance.
Et la théorie de la puissance se présente sous 3 formes. Nous avons les hard power, nous avons le smart power, nous avons le soft power. Les hard power, ça c'est les pouvoirs musclés, les pouvoirs par les arts, c'est le style occidental. Quand ils viennent, ils vous imposent des conditions politiques qu'il faut respecter. Tandis que la Chine, elle n'applique pas les hard power. La Chine applique ce qu'on appelle les smart power, c'est-à-dire la puissance par l'intelligence. Elle vous roule sans que vous puissiez vous en rendre compte tout de suite. Et pour ceux qui ne le savent pas, la Chine, je dis que la Chine, quand elle vient en Afrique, elle ne vient pas de manière caritative. Elle poursuit 3 objectifs en Afrique. Elle est en quête des ressources naturelles, notamment le pétrole, parce que je disais que le modèle économique chinois, c'est un modèle énergivore, c'est-à-dire qui a besoin de beaucoup d'énergie. Et le deuxième objectif, c'est l'horizon commercial, donc avec les difficultés qu'il y a avec la guerre commerciale, elle s'est dit, je peux maîtriser la guerre commerciale, notamment avec les États-Unis. Les États-Unis, je peux maîtriser les Africains. Les Africains, leur pouvoir d'achat est faible. Ils peuvent consommer facilement la camelote chinoise. Et le troisième objectif est diplomatique, parce qu'il faut avoir des alliés de part et d'autre dans le cadre de la question taïwanaise. Alors, maintenant, les gens pensent que, parce que tel qu'on en parle maintenant, les gens pensent que c'est la première session du FOCAC. Non. Le forum sur la coopération entre la Chine et l'Afrique en cycle FOCAC existe depuis des années. Et ce forum obéit à une logique. La Chine, lorsqu'elle poursuivait les objectifs que je venais d'énumérer en Afrique, elle a mis une stratégie d'abord économique en place. C'est en 1994 que la Chine a créé ce qu'on appelle Exim Bank. Et Exim Bank a des réserves que d'autres banques ne détiennent pas. Ça vous fait 4 000 milliards de dollars. Contrairement à 150 milliards que la Fed américaine détient et les 800 milliards de l'eurozone. Alors c'est ce qui fait qu'avec cet argent, la Chine veut avoir la même mise sur l'Afrique pour contrôler ses ressources naturelles dont elle a besoin. Je t'avais toujours dit, je voudrais encore le répéter, qu'aujourd'hui la Chine contrôle 8% des importations mondiales, 12% des exportations mondiales, et la Chine à elle seule achète entre 40 et 50% des ressources naturelles. Elle estime qu'elle doit avoir ces ressources naturelles en Afrique. Donc c'est ainsi qu'elle poursuit ses objectifs. Et maintenant, l'Afrique et particulièrement ses dirigeants acceptent l'offre chinoise tout simplement parce que la Chine, quand elle vient, elle ne vous pose pas de conditions politiques, notamment celles liées à la démocratisation, le nombre de mandats, droits de l'homme et tout ce qui a trait à ces histoires-là. C'est ainsi que généralement, vous voyez que les dirigeants africains sont enthousiasmés quand la Chine les invite, mais malheureusement, les conséquences de la stratégie chinoise sont aussi désastreuses que les conséquences de la stratégie occidentale, et je vais m'expliquer. C'est vrai, lorsque les Occidentaux ils viennent, droits de l'homme, démocratie, et en réalité, c'est plus leurs intérêts qu'ils cherchent à préserver. Vous verrez que quand ils sont en bon terme avec les dirigeants en place, ils oublient toutes ces règles de bonne gouvernance. Là, il n'y a pas de problème. C'est quand leurs intérêts sont menacés qu'ils appuient ça comme un ressort sur lequel ils peuvent encore rebondir. Alors, la Chine vient ne vous pose ni des conditions politiques, encore moins des conditions macroéconomiques. Donc vous croyez qu'ils sont gentils? La Chine est pour nous, la Chine est pour l'Afrique, la Chine est gentille, la Chine ne se mêle pas des problèmes internes des pays, c'est ça le problème. Je m'excuse, aujourd'hui nous avons besoin d'une Afrique intelligente pour comprendre que son développement doit d'abord être endogène, et nous en avons les moyens. Malheureusement chez nous, nous en avons les moyens. Au lieu d'élever les débats, dont on en parlera, au lieu d'élever les débats, vous allez trouver des gens qui passent leur temps à dire, il y a des gens qui, quand ils étaient aux affaires, leur bureau était plus sale que les toilettes des camps militaires. Et aujourd'hui, vous, la presse, vous leur faites passer comme si c'était des messies
du Congo. Donc je referme la parenthèse. Donc, on va y revenir. Qu'est-ce que je voulais dire là-bas? Nous avons aujourd'hui une Afrique qui réfléchit. La Chine ne vous impose pas des conditions politiques, notamment celles liées à la démocratisation et aux droits de l'homme. Mais au même moment, elle vous offre des biens et services de mauvaise qualité. D'une manière telle que les conséquences qui découleront de cette camelote seront plus désastreuses que celles qui découlent des injonctions des Occidentaux. Et je vais étayer ma dialectique par un exemple. Tu as vu chez nous ici, entre 2012 et 2014, nous étions déjà habitués à avoir de bonnes routes. Non seulement de bonnes, mais de belles routes. Mais en fait, c'était de la camelote. Aujourd'hui, ces routes sont détruites. L'impression que ça donne, et comme nous n'avons tous pas de mémoire, c'est que rien n'a été fait. Donc ça a plus desservi les régimes que ce qu'on envisageait dans le cadre de ce partenariat. Je ne dis pas qu'il faut rejeter l'offre chinoise, mais je dis qu'il faut la rationaliser. Ce que j'ai dit pour le Congo vaut également pour toute l'Afrique. La Chine vient chez vous, elle ne pose pas de conditionnalités macroéconomiques comme les Occidentaux, les fonds, la Banque mondiale, les fonds monétaires internationaux, ainsi de suite. Mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Parce que les Africains, nous ne voulons pas réfléchir. Ils viennent, ils vous disent que nous vous donnons autant, mais vous allez nous rembourser la contre-valeur en termes de ressources naturelles. Et le prix de ces ressources-là est figé sur une longue période. J'ai besoin vraiment de ton attention. Rapidement alors. Alors, ils font une sorte de troc. Ils savent que c'est eux qui contrôlent les marchés mondiaux des ressources naturelles, parce que, je voudrais te le dire, que la Chine est aujourd'hui dans la situation où se trouvaient les États-Unis dans les années 40-45, donc elle est dans une situation de surindustrialisation. Ils ne vous imposent pas les conditionnalités macroéconomiques, mais ils savent que le remboursement se fera sous forme de troc en termes de ressources minières. Je t'ai dit, ils sont cohérents dans ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont en quête de ressources naturelles. Quand ils vous prêtent l'argent, ils vous disent que c'est sans intérêt, mais vous allez nous rembourser, notamment en termes de ressources naturelles. J'espère que tu n'as pas oublié les contrats chinois. On est au courant, les contrats chinois. Donc le remboursement est toujours prévu en termes de ressources naturelles. Mais là où l'intelligence chinoise joue, c'est que le prix des ressources naturelles reste figé sur une longue période. Et comme ce sont eux qui contrôlent environ 50% du marché mondial des ressources naturelles, lors du remboursement, ils ont la possibilité de jouer sur les prix pour que ces produits et ces ressources naturelles jouent à leur faveur. Et non seulement qu'ils vous parlent de ces 60 milliards, on va en parler, vous verrez que lorsque vous êtes en coopération avec la Chine, la main-d'œuvre est essentiellement chinoise. C'est ainsi que vous trouverez que les ingénieurs viennent de chez eux et ainsi de suite. Il n'y a pas en fait de transfert d'intelligence ou de technologie. De la technologie. Mais c'est une dépendance, ça c'est plus sauvage que ce que fait l'Occident. Au-delà du fait que la main-d'œuvre est essentiellement chinoise, c'est dans des trucs là qui n'ont pas de valeur. Des trucs informels. Dans des trucs là peut-être d'exécution qu'on va mettre les Africains ou les nationaux. Donc ils ne vous transmettent pas la technologie. Et pourtant, eux, s'ils se sont développés, c'est à la suite de la délocalisation des sociétés occidentales dans le sud-est asiatique. De trois, vous verrez que quand vous êtes en coopération avec la Chine, il n'y a pas droit à la concurrence. Les marchés sont généralement exécutés par les sociétés chinoises. Et la conséquence, dans une situation de monopole, ce sont des surfacturations. Et vous allez vous rendre compte que les 60 milliards en fait qu'on vous a donné, vous ont pris 600 milliards
Et ça, l'Afrique ne veut pas réfléchir là-dessus. Donc, par vos explications, je comprends que la RDC a subi la même conséquence. Non, moi mon problème... Parce qu'avec ces contrats chinois de 9 milliards de dollars américains, et 5 ans après, ce qu'ils ont fait n'existe plus. C'est ce que vous voulez dire, ça? Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Tout ce que je sais, c'est que je suis producteur du savoir sur le plan international et sur le plan national. Je vous parle des choses rationnelles, vérifiées, vérifiables. Le problème, c'est qu'en Afrique, nous refusons de réfléchir. Nous refusons tous. C'est comme si on était dans un envoûtement collectif. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? C'est que, regardez d'abord leur intelligence. Ils ne vous posent pas de conditionnalité politique, mais les mauvais services qu'ils vont vous rendre vont créer des remous sociaux qui vont finalement avoir les mêmes conséquences que celles que les Occidentaux vous obligent. Ils ne posent pas de conditions macroéconomiques, mais ils savent que vous allez rembourser, notamment en termes de ressources naturelles, dont les prix restent figés. On n'a pas assez de temps pour que je puisse expliquer cela. La main-d'œuvre est essentiellement tenue par eux. Il n'y a pas de transfert de la technologie. Même au niveau de la distribution des salaires, les salaires en fait rentrent en Chine. Il n'y a pas droit à la concurrence. Regardez partout là où il y a la coopération avec la Chine, les travaux sont exécutés par les sociétés chinoises. Lorsqu'on est dans ces conditions-là, il y a des surfacturations. Malheureusement, vous trouvez... En Afrique, on dit que les Chinois, ce sont les... Mais dans ce genre de conditions, les Africains n'imposent rien. Ils sont là pour accepter tout ce que les Chinois leur diront. C'est ça le vrai problème. Mais vous avez vu depuis qu'on a parlé de cette histoire de... Parce qu'il y a eu 53 comme responsables africains qui ont effectué les déplacements de la Chine. À part les Swazis. À part les Swazis. Nous avons été représentés par le Premier ministre Tchibala. Je parle de l'Afrique dans son ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, et particulièrement les Comores, a besoin de think tanks, des gens qui réfléchissent sur les politiques publiques de ce pays. Il faut que la gestion de ce pays quitte maintenant les mains des anciens dirigeants de football et des orchestres pour être effectuée effectivement par des tatillons. Vous savez, des fois, ça me fait rigoler quand je vois les gens dire non, de tous les candidats, c'est moi le meilleur profil. Mais quand vous ouvrez les dossiers, en fait, ce sont des feuilles qu'on trouve à l'intérieur. Je referme la parenthèse. Alors, qu'est-ce que je voulais dire par là? Nous devons réfléchir pour comprendre que le développement authentique est d'abord endogène. Nous disons oui à la coopération chinoise, mais il faut la rationaliser. Sinon, les conséquences seront les mêmes. Et lorsqu'on vous parle même de 60 milliards là, malheureusement, les chiffres tombent comme ça. On ne cherche pas à les disséquer. Qu'est-ce qui se passe dans ces 60 milliards? Ce sont les 15 milliards qui représentent, entre guillemets, les prêts sans intérêt. Les 20 milliards garantissent les lignes de crédit pour les différents États. Les 10 milliards soutiennent des projets et les 5 milliards sont affectés entre autres à l'amélioration des exportations des produits africains. Mais quand vous regardez maintenant, prenons les 60 milliards là, faisons un peu de la microéconomie. Lorsque vous prenez les 60 milliards, vous les divisez par 1,250 milliard d'habitants de l'Afrique. Donc chacun de nous se retrouve avec quelque chose. J'allais poser cette question-là. J'allais poser cette question. C'est quand même intéressant. Quand la Chine parle d'un projet de 60 milliards de dollars américains chacun des Africains, pour toute l'Afrique, ça représente quoi? Chacun se retrouve à peu près avec 50 $ ou 45 $ dans cette affaire. Et là où les responsables africains trouvent les tympans en disant que regardez ce que la Chine fait. Donc je sais, et d'abord je voulais le dire ici. En économie de développement, les États ne se développent pas avec l'aide étrangère. C'est vrai, ce n'est pas une aide, il s'agit de la coopération, mais la coopération et l'aide étrangère doivent être considérées comme étant des ressources d'appoint. Et si tel que l'Afrique est en train là de se livrer sur l'autel de l'intelligence chinoise, je pense que nous allons encore beaucoup reculer. Lorsqu'on vous dit que la Chine veut faire la délocalisation en Afrique, je pose la question. Il va faire la délocalisation de ces sociétés. Je veux dire, elle va délocaliser les sociétés de Shanghai ou bien de Guangzhou.
Parce que si elle délocalise les sociétés de Nguanzhou, c'est-à-dire que... Ça ne servira absolument à rien, ça c'est la piraterie, la deuxième main. Voilà, et ça ne va pas nous aider. Ça ne profite pas aux Africains. Ça ne va pas nous aider. Donc je voudrais dire au chef d'État africain que c'est bien continuer avec les FOCAC, mais il faut les rationaliser. Comment rationaliser cela? Ne fût-ce que sur le plan macroéconomique, il faut qu'on se batte pour que les remboursements en nature, s'il doit intervenir, qu'il tienne compte des fluctuations des prix. Mais quand vous y allez dans ce genre de coopération même réduit, vous n'aurez rien à dire. Et vous savez, vous êtes là, la main tendue. Qu'est-ce que vous allez dire aux Chinois qui vous donnent 60 milliards de dollars américains, que vous considérez comme une manne tombée du ciel? Non, et 60 milliards c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport au défi du continent africain. Je ne dis pas que c'est rien, mais tout ce que je demande, c'est que les Africains doivent comprendre que la Chine ne donne pas cet argent parce qu'elle nous aide. La Chine poursuit 3 objectifs en Afrique. Le premier objectif, c'est la mainmise sur nos ressources naturelles, tout simplement parce que je te dis que le modèle économique chinois, c'est un modèle énergivore. Oui. Le deuxième élément, c'est que la Chine, devant la guerre commerciale qui l'oppose aux États-Unis, évidemment, même, je vous avais dit que même les Européens là, qui font semblant d'aller signer les contrats, la Chine a la même stratégie. Quand ils s'en rendront compte, la Chine aura des problèmes. Alors la Chine, le deuxième objectif, c'est de gérer ces marchés potentiels, constitués d'1,250 milliard d'Africains. Et le troisième objectif... C'est une question taïwanaise. Taïwanaise. Alors, une question, Xi Jinping, quand il discourait, il a dit... la Chine a besoin des résultats palpables. C'est-à-dire, d'après son discours, il parle de la création d'emplois, il parle de l'encadrement de la jeunesse, il parle aussi de l'annulation de la dette non remboursable. Qu'en pensez-vous par rapport à ce qu'il dit? Des résultats palpables. N'est-ce pas une sorte d'injonction? Parce qu'il donne... Non, ça c'est parce qu'il y a eu trop de critiques. Hein. Donc, quand il a parlé d'abord, il présentait les choses comme si les 60 milliards, c'était à donner aux Africains, de manière non sélective. C'est quand il y a eu des critiques, on dit mais l'économie ça ne se fait pas comme ça. C'est ainsi qu'il a dû se raviser. Mais ce que je vais dire ici, les Africains doivent recevoir les 60 milliards. Et pour ceux qui ne le savent pas, depuis que les FOCAC existent, je t'ai dit que la stratégie de conquête des ressources minières, des ressources naturelles africaines par la Chine, a été mise en œuvre depuis 1994 via Exim Bank, qui veut dire tout simplement Export and Import Bank. Exim Bank a contribué aussi à la construction d'un barrage ici à RDC. C'est ce que je vous dis, donc c'est ça. C'est Exim, c'est une banque chinoise dont les réserves sont de 4 000 milliards. C'est énorme, contrairement aux réserves de la Fed américaine et aux banques centrales de l'Eurozone. Alors, quand ils amènent cet argent-là, ils ne viennent pas parce qu'ils nous aiment pour nous aider à nous développer. Et leur problème, ils ont besoin d'avoir des ressources naturelles qu'ils trouveront en Afrique. Qu'ils trouveront en Afrique à bon marché et chercher à assurer leur hégémonie. Maintenant, nous les Africains, nous devons nous poser la question. Je t'ai expliqué, je t'ai donné le mode opératoire de la Chine. Les grandes intelligences, c'est ça. Qu'en économie internationale, il y a la théorie de la puissance que je venais de développer. Ils appliquent ce qu'on appelle le smart power. Malheureusement que ton émission n'est pas bilingue, c'est ce que les Quinois disent. Pourquoi alors là, les Africains ne comprennent pas ce genre de choses. Pour eux, ils rentrent là, non 60 milliards. Mais prenez les 60 milliards divisé par les 54 États d'Afrique. Tu verras ça que ça va présenter par État. Et maintenant, regardez les conséquences que je vous donne là. Lorsque vous troquez des ressources naturelles dont le prix est figé, on vous dit que c'est sans intérêt, mais le prix est figé. Et quand ces gens-là viennent, la main d'œuvre reste toujours entre les mains des Chinois pour les fonctions stratégiques. C'est-à-dire, vous ne recevez pas les transferts de la technologie, le salaire qui est distribué et rentre en Chine, d'aider. Il n'y a pas l'ouverture à la concurrence. Ce sont des surfacturations. Et c'est ce qui fait que vous allez recevoir les 60 milliards, peut-être pour
perdre les ressources minières de 6 000 milliards. L'Afrique, c'est la danse. In fine, l'Afrique ne doit pas compter sur la Chine pour se développer, c'est ça? Non, je ne dis pas ça. Je dis tout simplement que la Chine doit rationaliser sa coopération avec la Chine. La Chine est tellement intelligente qu'elle risque d'avoir la même mise sur toutes les ressources naturelles. Et à ce moment-là, quand on aura des engagements, des remboursements en termes de ressources naturelles, et nos produits ne seront plus vendus sur la place internationale par nous-mêmes, et ça aura des conséquences à long terme sur lesquelles je pense que l'Afrique doit réfléchir. Alors comment expliquer? C'est pourquoi dans ce pays, nous devons élever les débats. Regardez là, nous sommes tous tombés plus bas, c'est toujours moi je suis de Vita, moi je suis du PPRD, IDPC, MLC, et ainsi de suite, INC. Mais quand est-ce que nous allons penser Congo? Quand est-ce que nous allons concevoir le plan de développement du Congo? Vous vous rendez compte qu'il y a un État dont le budget est inférieur à 10 milliards de dollars, il y a des gens qui se font décerner les certificats de bonne gouvernance. C'est fou, non? Nous sommes dans un État où quelqu'un qui ne sait pas vous donner les statistiques budgétaires de 2 milliards en 2010, mais il est fait passer pour les meilleurs, pour les messies du Congo. Je t'ai parlé des gens qui, quand ils occupaient de fonctions, leur bureau était plus simple que les toilettes de nos camps militaires. Mais aujourd'hui, les Congolais les fait passer ces gens-là pour les meilleurs d'entre eux. Est-ce problème? Donc, il faudra ceci. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de think tanks. Dans les pays des hommes normaux, je parle ici de la France, je parle de la Chine, je parle des États-Unis, vous trouverez qu'il y a des comités d'analyse économique. En France, par exemple, lorsque les gouvernements français prennent des mesures économiques, il y a une trentaine de professeurs d'économie répertoriés sur le volet par le gouvernement qui discutent avec le Premier ministre sur l'efficacité de toutes ces mesures. Mais ici chez nous, dès qu'on est ministre, on a peut-être des conseillers recrutés dans des conditions infraprofessionnelles. Je ne dis pas que tous les conseillers ne sont pas intelligents. Directement, on vous pond des trucs qui mutilent nos réalités économiques. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je ne dis pas que je suis plus intelligent que les autres. C'est maintenant que nous devons réfléchir. Pour que nous ayons dans ce pays des comités d'analyse économique dirigés et animés par des économistes et non par des diplômés en économie qu'on recrute généralement selon les liens du sang et des sentiments. Maintenant, nous avons besoin d'une unité de politique publique dans ce pays qui doit réfléchir à la place des dirigeants, leur indiquer la voie à suivre. En fait, l'unité de politique, c'est en fait un guide des égarés. Donc, l'émergence ne passe pas par les ressources naturelles, l'émergence passe par l'intelligence. Regardez les pays comme le Japon, Malaisie, Singapour, ils n'ont pas les ressources que nous avons. Aujourd'hui, l'huile qui nous vient de Malaisie, mais on vous dit que les semences sont parties de la République démocratique du Congo. Donc, bref, je voulais dire que l'Afrique doit se réveiller. Nous aimons bien ce qui vient de se passer en Chine, mais nous disons, nous attirons l'attention de ceux qui ont reçu de Dieu le pouvoir de nous diriger pour qu'ils sachent qu'il faut rationaliser la coopération avec la Chine. La Chine est très intelligente. Elle ne fait pas des pas sans pas. C'est ainsi que chaque fois qu'elle propose un mode de partenariat, il faut rationaliser cela par des études exigeantes, approfondies, pour voir quel sera le coût d'opportunité de cette coopération. Alors, c'est bien dit, mais quand certains responsables des États africains déclarent que les liens qui enveloppent les États africains avec la Chine sont parfaitement bien et sincères. Ils disent sont parfaitement bien et sincères. Mais c'est parfaitement bien parce que... C'est-à-dire quoi? Est-ce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe? C'est parfaitement bien. Parfaitement bien. Est-ce qu'ils font les calculs comme vous venez de le faire maintenant là? Bien pour la plupart d'entre eux, tout simplement, parce que la Chine ne pose pas de conditionnalité politique. La Chine ne vous parlera pas de la démocratie. Elle ne vous parlera pas des droits de l'homme. Et ça, nous, en Afrique, vous savez que nous avons une conception coutumière du pouvoir. Et ça enchante les gens. Mais quel est l'avenir de l'Afrique aujourd'hui? L'Afrique a les mêmes réalités, du Cap au cœur,
à part le Maghreb et les Sud-Africains, les restes des États de l'Afrique subsaharienne ont les mêmes réalités. Donc, il est temps qu'on puisse reconstruire l'Afrique. Il est temps qu'on puisse chasser le chômage en Afrique. Il est temps que les Chinois et les Occidentaux viennent faire les stages en Afrique. Parce que nous nous serons organisés. Donc, nous avons, en Afrique, nous avons la conception coutumière du pouvoir. C'est-à-dire, tout passe avec moi. Non, ce n'est pas comme ça qu'on conçoit la gestion de l'État. Lorsque vous gérez l'État, vous n'héritez pas que les passifs et l'actif. Vous devez travailler sur le futur de cet État-là. Malheureusement, chez nous, on pense que l'État c'est comme un jeu de football. Comme c'est moi qui ai commencé les matchs de football, je vais les terminer. Non. Quand dans les pays des hommes normaux, il y a des plans de développement. Rapidement parce qu'on termine. Ce plan de développement s'étale sur une longue période. Quel que soit celui qui viendra, il trouvera les sentiers déjà tracés. Mais donc, ça, c'est un message lancé au candidat président. Bon. Quand ils viennent tous avec un message tronqué, on ne sait pas qui vient faire quoi, qui veut faire quoi. En réalité, il n'y a pas un programme plausible et ça déjà compliqué. Je ne vais pas parler des candidats. Malheureusement qu'on a parlé de Noël Tchiani qui avait un programme, mais malheureusement il n'a pas su convaincre la CENI. Je voulais dire ceci. Je voulais dire tout simplement que les jours où tu auras le temps, appelle-moi, on va disséquer le programme de gouvernement de chaque candidat. Et vous verrez que la plupart des gens, parce que j'entends les gens dire non, moi j'ai un CV, mais quand vous ouvrez en réalité... C'est un argumentaire que vous avancez, c'est tout à fait normal, on comprend. C'est pour demander quand même à nos candidats d'être modestes. Hein? Nous vous connaissons, soyez quand même modestes, ce n'est pas bon de chercher à minimiser les autres. Bref, malgré tout ce que j'ai dit là, je ne dis pas que moi je suis plus intelligent que les autres. Je voudrais ici attirer l'attention des Africains dans leur coopération avec la Chine. Je vous dis que la Chine applique le Smart Power et elle a un triple objectif en Afrique. Elle cherche à avoir la même mise sur les ressources naturelles africaines, notamment le pétrole, parce que son modèle économique est énergivore. Deuxième objectif, il y a un marché potentiel en Afrique qu'il faut couvrir. Comme ça, on va limiter les dégâts de la guerre commerciale. Et le troisième objectif, c'est la question taïwanaise. Donc, maintenant, il appartient aux Africains de réfléchir pour voir qu'en contrepartie de tout ça, qu'est-ce que nous allons obtenir de la Chine. Donc, lorsque nous intervenons, ce n'est pas qu'on est contre les gens, mais nous pensons que dans les limites de nos compétences, nous devons amener de la lumière là où il y a les ténèbres. Forum Chine-Afrique sur la coopération, le président chinois a promis 60 milliards de dollars américains. C'était la question que nous avons eu à débattre sur ces plateaux avec notre invité Godempoy, à qui nous remercions. C'est moi qui te remercie, mon ami Marlon. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous, c'est toujours sur Télé 50, surtout avec le même plaisir. À très bientôt pour un autre numéro.